Merci à vous de votre présence ici ce soir pour un des moments les plus plaisants des assises, puisqu'il s'agit de distinguer le meilleur du journalisme lors de l'année écoulée. Alors pas le meilleur, parce qu'évidemment tout ne peut pas être célébré, mais en tout cas ce qui a retenu le plus l'attention du jury, des jurys, parce qu'il y a plusieurs jurys. Fabrice Arfi, qui les a tous présidés, nous le dira mieux que moi tout à l'heure. Avant d'ouvrir cette cérémonie de la 19e édition des prix des assises du journalisme, je voulais vous dire qu'il n'est pas temps de tirer le bilan de ces très riches heures passées ensemble depuis mardi matin. Moi, j'ai l'impression qu'elles ont été extrêmement denses et extrêmement riches. J'espère que ça a été vrai pour vous aussi, dans la diversité des sujets abordés, dans ces ateliers combles, ces soirées, que ce soit chez vous, monsieur le président de l'université, que j'ai trouvé, pour ma part, remarquable, sur Trump et ses mensonges, sur hier, grâce à l'accueil de la présidente du palais de justice de Tours, ce procès à la chute spectaculaire sur la labellisation des informations. Et j'allais dire un mot, parce que moi, ça m'a beaucoup frappé. Vous savez que chaque année, nous mettons l'éducation aux médias au cœur de notre projet. Et je n'irai pas plus loin que ce sujet-là, mais celui-là me fascine de plus en plus, grâce au travail de toute l'équipe, et du Clémy, et du rectorat. Enfin, c'est un travail d'équipe et de tous ceux qui accompagnent ce projet. Nous accueillons chaque année de plus en plus nombreux des lycéens, des collégiens, et cette année, pour la première fois, des primaires. Et ce qui a donné, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais je trouve une énergie collective à la déambulation dans les couloirs des assises, de voir ces centaines et centaines d'enfants, jeunes et moins jeunes, qui étaient passionnés par les sujets, qui étaient en discussion avec des échanges longs avec des journalistes, connus ou pas connus. C'était pas uniquement venir voir Jamie Gourmaud, mais c'était aussi des journalistes en exil, et qui apportent quand même une preuve auquel je crois profondément, auquel nous croyons profondément au sein de Journalisme et Citoyenneté, c'est que se voir en vrai, c'est que parler en vrai, c'est possible, y compris avec des jeunes, et qu'il ne s'agit pas de croire qu'il n'y a que sur TikTok en 15 secondes qu'on peut dialoguer. On peut avoir des dialogues extrêmement profitables sur l'information, sur la qualité de l'information, sur l'éducation à l'information. Et je trouve que c'est sans doute une des réussites les plus visibles de cette première édition, mais on fera le bilan ensemble. Je dis pourquoi c'est pas le temps du bilan, parce que ça se poursuit. Et demain soir, nous nous retrouvons à l'hôtel de ville de la ville de Tours pour une question ô combien en débat en ce moment, qui est l'audiovisuel public, avec cette question, l'heure de vérité pour l'audiovisuel public, alors qu'il est malmené par des commissions parlementaires dont on voit que l'objet n'est pas forcément de l'aider à mieux remplir sa mission de service public. Et donc, il y aura là Patrick Cohen, il y aura là Sylvain Gomez, le patron de France Télévisions, il y aura là donc tous les acteurs de l'audiovisuel public. Donc, je vous invite nombreux demain à partir de 19h sur l'audiovisuel public. Et puis samedi, nous nous retrouvons, vous le savez, comme chaque année, avec les auteurs et les autrices du Salon du livre du journalisme à la bibliothèque lecture publique qui vous est chère, Christine Blais. Merci d'être ici pour cette remise de prix. Donc, deux messages simplement avant que de passer la parole à Fabrice et de le remercier d'avoir accepté de présider ce jury 2026. Le premier, je le ferai bref, mais il me semble indispensable de le faire, c'est que ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis le début de ces assises, il y a une multiplication des menaces, des insultes, des menaces corporelles, des menaces physiques sur tous les journalistes qui vont couvrir sur le terrain, sur les élections municipales, sur les manifestations agricoles. Je ne vais pas segmenter les lieux où aujourd'hui, dans la radicalisation du débat que l'on accepte et que l'on tolère, les journalistes sont pris à partie, menacés. Beaucoup disent stop, et je voudrais qu'ici, aux assises, nous disions, nous aussi, maintenant, ça suffit. Voilà. Et que nous nous disions clairement, il y a d'autres exemples, comme Nassir El Moadem, ici présente, qui incarne d'une certaine manière comment un travail d'investigation qu'elle a pu faire au travers du livre, que vous pourrez venir vous faire dédicacer d'ailleurs au Salon du Livre samedi, et comment un député, un sénateur maire, pardon, peut insulter, menacer de mort
une journaliste sans que personne ne réagisse. Donc les politiques qui sont en charge de nos politiques publiques, quel que soit leur bord, qui contribuent à alimenter ce climat-là, sont coupables de porter atteinte à la démocratie. Et il faut qu'il y ait des paroles fortes à tous les échelons de la société, à tous les échelons politiques, pour dire stop, ça suffit. On abîme la démocratie quand on abîme le journalisme. Voilà, je voulais dire ça rapidement, j'en ferai pas plus. L'autre sujet est bien loin et en même temps, s'il s'agit de journalisme abîmé, quoi de pire que d'être privé de liberté. J'appelle à mes côtés un confrère de Sopress parce que je voudrais, si on peut mettre sa photo, que les assises, à leur tour, après bien d'autres, avec tant d'autres, se mobilisent pour que Christophe Glaise retrouve enfin la liberté. Et voilà, ça fait Reporters sans frontières qui s'est beaucoup mobilisé et qui est mobilisé, s'est associé à cet appel. Je ne voudrais pas que les assises ne soient pas eux aussi dans ce combat, comme ils l'ont été déjà l'année dernière, malheureusement, pour que cesse ce drame. Ça fait 284 jours, quand même. Je regardais le chiffre précis, que Christophe est en prison pour des raisons indues, qui sont inacceptables, et un de ses confrères de Sopress a bien voulu venir pour témoigner. Et donc, je te laisse la parole, Vincent Rio. Merci beaucoup pour l'accueil, merci pour l'initiative. Alors, ça fait 284 jours qu'il est en prison, mais ça fait le 28 mai qu'il s'est fait arrêter. Et donc, ensuite, nous, on a appris, moi j'étais en reportage avec des collègues dans les Alpes pour notre magazine annuel de vélo pédale, donc avec une grimpeuse hollandaise. Et on a appris que Christophe avait donné des nouvelles, qu'il s'était fait arrêter à Tizi Ouzou par des policiers qui lui avaient pris son téléphone et son ordinateur et qui lui avaient demandé de pointer au commissariat le lendemain. Donc, bon, et on n'a pas eu de nouvelles pendant quasiment 36 heures jusqu'à apprendre qu'il était à l'ambassade de France. À ce moment-là, on s'est dit qu'il allait se faire exfiltrer assez rapidement. Et il y est toujours. Et donc son procès, effectivement, il a été assigné à résidence, il était à l'hôtel, il était libre de ses mouvements, mais il n'avait pas le droit de quitter le territoire ni Alger, il fallait qu'il pointe tous les jours dans un commissariat. Mais bon, donc depuis, effectivement, ça fera le 28 juin prochain, un an. Confirmé en appel, 7 ans de prison, confirmé en appel en décembre, donc on attend la Cour de cassation. Il se porte bien, tous les portraits, enfin vous avez pu dans les médias entendre sa maman, les chiens font pas de chat, donc quand on voit la mère, on peut imaginer le fils, donc à la limite c'est un petit peu cynique de dire ça, mais enfin s'il fallait qu'il y en ait un à qui ça arrive, c'est bien que ce soit Christophe, parce qu'il a cette force et cette bonhomie et cette spiritualité qui fait qu'il va tenir le coup. Mais bon, il ne faudrait pas que ça dure 7 ans. Et voilà, donc moi, je représente la Sopress où il était pigiste régulier, donc il n'est pas salarié chez nous. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'ateliers, enfin il y a eu au moins un atelier sur les pigistes. C'est compliqué, mais lui, c'est quelque chose aussi qu'il habite, parce qu'il aime bien partir pour 6 mois quelque part, pour écrire un bouquin. Et donc, son indépendance, il la chérit beaucoup. On est à fond derrière lui, RSF aussi. Toute la profession est vraiment extraordinairement... l'Union des journalistes du sport français a remis un prix en quête cette année à son nom. Enfin, tout le monde est mobilisé, a priori, sauf le gouvernement. Ou en tout cas mal ou pas assez. En tout cas, nous, on a suivi exactement leur stratégie et on attend qu'ils reviennent le plus tôt possible, sachant que s'il n'est pas dehors pendant la Coupe du Monde, on va faire un gros raffut. Voilà. Et puis, merci pour lui.
Merci, merci. Et je sais que vous êtes très nombreux à être mobilisés, mais j'invite chacun à ne jamais baisser la garde pour que Christophe retrouve au plus vite la liberté. Avant de lancer le générique du lancement des prix, permettez-moi de rajouter un petit remerciement personnel à toute l'équipe qui se défonce pendant un an pour vous proposer ce rendez-vous. À conseil d'administration, je ne vais pas... Marie-Laure Augry qui n'a plus de voix. Marc Maintré qui la garde, Frédéric Carbone, Hervé Brusini. Enfin, je ne vais pas les citer tous, mais à tout le conseil d'administration qui élabore avec moi tout ce projet, que ce soit ici ou que ce soit pour les assises méditerranéennes ou les assises européennes. Et également l'équipe avec donc Anne-Laure Yoédeke, avec Eva Renaud, avec Marie Janssen, avec Clotilde Lecoz, avec Mariana Rantissi, qui... Je sais que demain, elles seront épuisées alors qu'elles n'auront pas encore le droit d'être épuisées parce qu'il y a encore le salon du livre du journaliste. Mais je voulais les remercier chaleureusement ici, remercier également les stagiaires qui nous prêtent la main et remercier aussi, parce que vous avez été nombreux cette année à accepter, je dis nombreuses parce que je crois que c'est quasiment que des femmes, à toutes les bénévoles qui ont bien voulu, simplement pour le plaisir, parce qu'elles pensent à l'intérêt de cette manifestation, d'être là. Donc merci à vous, mesdames. Sans vous, ça aurait été beaucoup moins bien. Voilà, générique. Et puis, alors, si, quand même, peut-être, parce qu'il ne va pas pouvoir faire sa promo lui-même. Après, on boit un coup, quand même, rapidement, après la remise des prix. Mais on retrouve Fabrice Arfi, Ariane Chemin et Hervé Brusini pour une conversation que j'espère et que j'attends comme passionnante. C'est comment vérité et fiction dans le journalisme peuvent se mélanger pour essayer ou pas de mieux dire la vérité. Ça sera dès 20h ici même. Le débat avec Fabrice, Ariane Chemin et Hervé Brusini qui mènera l'échange. Donc, comme tu ne pourras pas faire ta promo, je me permets de dire, on se retrouve tous après le vin à boire à 20h ici même. Générique. Bonjour à toutes et à tous. Et bravo à Marie qui a monté ce film entre deux conférences tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et bienvenue à ce 10e trophée, cette 10e cérémonie de remise des prix des Assises du journalisme de Tours. Je m'appelle Émilie Tardif, je suis la directrice de la télé locale ici qui s'appelle Val de Loire TV. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et je vais tout de suite, sans plus attendre, demander à notre président du jury de l'année de monter sur scène, Monsieur Fabrice Arfi. Comment ça va? Je crois que j'ai dit Arcy, c'est Arfi, bien sûr. Oui, à 15 lettres. Ma langue a fourché, je suis impressionnée.
Bonsoir à tous et tous. Merci d'être avec nous, cher président de l'année. Vous étiez président d'un jury dont on va quand même prendre le temps de citer les membres. Je vais prendre mon élan parce qu'ils sont nombreux. Mais c'est normal parce que vu le travail qu'ils font, vu le boulot que vous avez fait en coulisses, il faut bien qu'on vous cite tout le monde. On va commencer par le jury des journalistes. Frédéric Carbone, présentateur du 12-14 à France Info. Patrick Cohen, chroniqueur de C'est à vous, France 5. Nassira El Moadem, journaliste indépendante et chroniqueuse à Arrêt sur Image. Je change de feuille. Pierre Aski, chroniqueur géopolitique à France Inter, président de Reporters sans frontières. Éric Lagneau, journaliste à l'AFP. Marc Montré, vice-président de journalisme et citoyenneté. Catherine Monet, journaliste indépendante. Anne Niva, grand reporter à LCI. Christian Panvert, régional de l'Étape, journaliste à RTL. Cyril Petit, rédacteur en chef délégué en charge du développement éditorial national de Ouest France. Et Anka Wessang, directrice du Club de la presse de Strasbourg. Les chercheurs, maintenant, vous avez le droit de les applaudir, hein. Loïc Ballarini de Lannion, Université Rennes 1, Lisa Bolt à la Sorbonne Université Celsa, Simon Gadras, Université Lumière Lyon 2, Isabelle Garcin-Marou, Sciences Po Lyon, Emmanuel Marty, Université Grenoble-Alpes, Faiza Naïd-Bouda, Université Côte d'Azur, Jérémy Nisset, EPJT, Université Tours. Il a quelques fans ici, ou alors des gros faillots, parce que ce sont ses étudiants. Et Isabelle Vera-Masson du CNRS. Voilà pour les chercheurs. Sont également membres du jury, regardez, c'est magnifique, nos jeunes 29 étudiants issus des 15 écoles reconnues en journalisme de France. J'ai pas vos noms, alors montrez-vous. Si vous êtes là, criez. Vous êtes là ? C'est la relève, président. C'est la relève, ils sont là. Merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On va remettre 5 prix. Le prix public de la photo de presse, le prix de la meilleure enquête ou du meilleur reportage sur le journalisme et sa pratique, le prix du livre de recherche, le prix du livre du journalisme, enfin, le grand prix du journalisme Michel Léridon. Pour chacun de ces prix, plusieurs nommés, et un seul ou une seule lauréate qui recevra le fameux trophée des Assises et un chèque de 1 500 € offert par le parrain du prix. Le grand prix, quant à lui, est accompagné d'une dotation de 4 000 €. Une précision, je ne sais pas s'il y a des trains. Si, il y en a. Je sais qu'il y a des trains. En tout cas, je sais qu'il y a des gens de la SNCF qui parrainent les prix. Si vous avez un train à prendre, les lauréats, restez avec nous le plus possible. On aura une photo de promo à la fin de la remise des prix d'ici une petite demi-heure. On vous fera remonter sur scène pour cette photo de classe officielle. Maintenant, je me tourne à vous parce que c'est à vous de bosser, cher Fabrice. Bien sûr, vous allez nous emmener en coulisses. Comment ça s'est passé, cette expérience de président du jury du Grand Prix des Assises ? Bonsoir à toutes et tous. Alors, je pourrais vous dire que je cours pas du tout après les titres, les fonctions, les privilèges. Puis dès qu'on m'a demandé, j'ai été hyper flatté et j'ai dit oui tout de suite, très honoré de présider le jury des Assises. Pour une raison très simple, c'est la joie que ça suscite de pouvoir célébrer le travail merveilleux des unes, des uns, des autres. C'est vraiment tarte à la crème que de vous dire que tout le monde méritait un prix, que tous les candidates et les candidats ont abattu un travail monumental, mais je vous jure que c'est vrai. Et disons que le petit dessin qui illustre l'affiche et ce terme enquête de vérité, un nœud duquel s'échappe un fil tendu sur lequel, de manière un peu précaire, on essaye d'écrire le journalisme, c'est un peu ce que tous les membres du jury ont essayé de faire en plongeant dans ce nœud des ouvrages, dans ce nœud des enquêtes et des reportages qui nous étaient proposés, et essayer d'offrir cette réponse qui, je crois, fait partie de la définition de notre métier, à la fois de dénouer et de créer du lien. C'est joli. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté en tout cas cette mission. Merci. On le sait, chaque année, un président du jury teinte aussi de sa vision nos prix, avec le jury évidemment. On va tout de suite débuter avec le premier prix, c'est le prix public de la photo de presse. C'est un prix qui célèbre son 3e anniversaire aux Assises du journalisme. Il a été créé en 2023 déjà, et c'est un prix particulier parce que c'est le public qui décide à ce moment-là. C'est la photo de presse de l'année et le public vote depuis maintenant plusieurs semaines. Ce prix est parrainé par la SNCF et j'appelle sur scène du Palais des Congrès, Arnaud Vatou, en charge des relations institutionnelles pour le groupe SNCF. Bienvenue. Je vous prends un micro. Hop, il en reste un ici. Ah bon, pardon, excusez-moi. Je voulais
Ça va bien? Bah oui, ça va pas mal. Oui. Merci d'être là à nouveau avec nous. Vous avez été plus de 2300 à répondre. On va découvrir tout de suite les 10 photos sélectionnées par le comité de présélection, composé de professionnels de l'information en région et soumis à ce vote du public. Regardez. Les yeux dans les yeux, Louise Quignon. Groenland, Georges Boassin devant l'avion de l'USS Force, Juliette Pavie, collectif hors format. L'ours de Dubaï, Sébastien Leban. Blocotou, acte 1 à Pau, David Le Déolique. RD Congo, après la prise de Bukavu par le M23, Paloma Lodé. Accident d'un convoi exceptionnel, Cédric Jacot, pour l'Est républicain. L'entre-deux de Raqqa, Thibaut Isoré, pour Blast. Oksana face à la tombe de son mari Vitali, soldat ukrainien mort dans les prisons russes, Fiora Garenzi. Homs, janvier 2025, Édouard Elias. Campement de sans-abri, Paris 2025, Valérie Dubois, Hans Lucas. Voilà pour les 10 photos sélectionnées. Je le disais, 2300 personnes à répondre. Il faut se rendre compte que l'année dernière, c'était 1500. Là, c'était déjà en progression de l'année d'avant, donc tout le monde se met à voter de plus en plus. Merci beaucoup au public d'avoir voté. Et quelle est la photo préférée déjà? Vous avez voté, vous, Président? Voilà, 2301. 2301. Vous avez voté pour qui? Non, moi je demande, ils ne veulent jamais le dire. Tenez, je vous donne l'enveloppe. Alors. Et au-delà de devoir nous révéler le lauréat, c'est le concours de celui qui a le plus de trucs dans les mains maintenant avec les micros. Je suis plus habitué à ouvrir des enveloppes d'huissier, moi. Mais... Très bien. Alors, le prix est remis... Pardon. C'est bon. Non. Encore une huissière. Non. Ça n'est pas à vous. Le prix donc, du public de la photo de presse est remis à Thibaut Isoré pour sa photo « L'entre-deux de Raqqa ». Donc c'est une photo qui a été publiée le 16 mars 2025 sur le site Blast, je crois que tu lui as dit, et qui illustre la lente reconstruction d'une Syrie ravagée par des années de guerre et de dictature. Il est merveilleux parce que j'avais dit que je le prenais, je ne l'ai pas marqué sur ma fiche. Merci, ben voilà, je t'en prie. Président, et bienvenue à notre lauréat. Bravo. Félicitations, je vous donne mon micro. Alors, avant tout. Il faut que je remette un trophée. Ah, il est là. Ah, c'est bon. Parfait. C'est maintenant que le lauréat exprime sa joie. Ouais, je suis un peu ému, merci beaucoup, je suis très touché d'abord d'avoir pu mettre en avant cette région qui est au cœur des actualités qui secouent le Moyen-Orient, qu'on a tendance à délaisser beaucoup, et puis très ému également au nom de la presse indépendante avec nos médias émergents qui ont besoin de reconnaissance et d'institutionnalisation. Moi, c'est des sous, moi. Oui, effectivement, puisque je vous le disais, chaque prix est doté. C'est la SNCF qui dote ce premier prix. Expliquez-nous, du coup, ce qui motive finalement la présence de la SNCF auprès de nos assises chaque année, parce que vous êtes un des partenaires fidèles. C'est la photo, surtout quand les gens qui passent en gare voient qu'il y a régulièrement des expos photos dans la gare de Tours. On est partenaire du musée du jeu de paume et du château de Tours, qui est l'annexe du jus de paume du jeu de paume. Du jus de pomme. On comprend pourquoi les trains arrivent en retard. Alors, ça n'a pas commencé. D'ailleurs, tous ceux qui avaient un train à prendre ce soir pour repartir n'en auront pas. Le responsable est là. Non, donc c'est vrai que la photo, c'est intéressant, c'est visuel, ça embellit la vie. Et c'est vrai qu'on était ravis cette année, puisque le choix avait été fait notamment par Jérôme Bouvier et l'équipe des Assises de ne pas imposer de thématique.
Donc du coup, ça a permis d'avoir une sélection beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, qui parle à plus de public. Et on s'est aperçu, comme vous l'avez dit, Émilie, qu'il y avait beaucoup plus de votants, donc je pense que c'est pas par hasard. Et puis, moi, je suis d'autant plus content que c'était vraiment ma photo préférée. Je vous le dis pas parce que vous êtes à côté de moi et je veux pas me faire des ennemis de la part des 9 autres nominés, mais c'est vrai que cette photo, elle a touché beaucoup de monde. Elle m'a beaucoup touché à titre personnel parce que je sais pas ce qu'on voit en fait dans les yeux de cet enfant, si on voit la fatalité, si on voit l'avenir, si on voit la résilience. Je sais pas quel a été votre regard à vous sur ce sujet-là. Racontez-nous peut-être les circonstances. C'est ce que me disait Marie-Laure Augry. Il faut qu'il nous raconte les circonstances de ce cliché. Bien sûr. Alors c'était un ensemble documentaire que j'ai réalisé donc au Rojava, donc cette partie du nord-est syrien qui a connu récemment donc le pire des scénarios possibles. Et c'était une période très particulière, 2 semaines après la chute donc d'Assad, avec vraiment un mélange de une reconstruction qui avait déjà commencé, mais de l'autre côté aussi beaucoup de scénarios possibles. Malheureusement, c'est le pire qui est arrivé, puisqu'il y a eu une escalade de violence en janvier dernier qui a vraiment mis fin à tous les rêves un petit peu d'autonomie des populations kurdes dans la région. En ce moment, c'est du côté irakien que les tirs se font pour les Kurdes d'Irak. Donc voilà, c'est une photo très forte là-dessus, puisque on est vraiment perdu dans cet entre-deux qui n'aura duré qu'1 an et qui malheureusement n'a pas forcément les meilleures ambitions pour l'autonomie kurde locale. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous mettre bien au centre, rejoindre notre président du jury qu'on a esselé à l'autre bout de la scène afin d'immortaliser ce moment. Voilà, avec notre photographe. Merci beaucoup. Je récupère effectivement. Hop. Et Fabrice, vous avez encore un micro ? Vous avez encore un micro, parfait, parce que comment célébrer le photojournalisme sans avoir une pensée particulière aujourd'hui ? Oui, pour un journaliste, un photoreporter qui a été arraché à la vie par un tir de drone en Ukraine. Il s'appelle Anthony Lalican. C'est évidemment avec une émotion toute particulière de vous parler de lui très rapidement, parce que parmi tous les médias nationaux, internationaux, européens, anglo-saxons pour lesquels il a travaillé, il se trouve qu'à 2 reprises, Anthony a travaillé pour le journal pour lequel je travaille, Mediapart, en 2022, en 2024, sur le front ukrainien, a laissé un souvenir d'un professionnalisme évident et d'un humanisme, d'une bonhomie, d'une chaleur humaine aux 2 reporters avec lesquels il avait travaillé, Justine Brabant et Christophe Guignot. Et je tiens à dire qu'il a perdu la vie en Ukraine, mais son travail, c'est celui d'un reporter du sac à dos et qui n'avait comme seule ligne éditoriale celle du chemin de fer, comme aurait dit Albert Londres, dont le travail a été en Israël, au Liban, en Inde, en Haïti. Et donc, voilà... on se prosterne devant sa mémoire. On se prosterne. Et sa compagne, Aïda Belloulid, se bat pour qu'on connaisse les circonstances exactes de son exécution. C'était par un drone russe, le 3 octobre 2025. Elle a souhaité vous laisser ce message. On l'écoute. Tout d'abord, merci aux équipes des Assises du journalisme et à monsieur Jérôme Bouvier de rendre cet hommage à Anthony Lalican. Cette photo a été prise le 26 septembre 2025 à Drouskivka, dans la région du Donbass ukrainien, à la suite d'une attaque russe sur un immeuble d'habitation. 7 jours plus tard, Anthony était assassiné à quelques kilomètres de là par une frappe de drone russe FPV alors qu'il travaillait sur un reportage. À ses côtés, le photojournaliste ukrainien Georges Ivanchenko a été grièvement blessé. Anthony s'était rendu plus d'une dizaine de fois dans cette région d'Ukraine qu'il aimait parcourir avec Georges. Il s'était pris d'affection pour ces villes, ces villages et hameaux, marqués par une guerre qui dure depuis 2014 et où l'armée russe concentre désormais ses efforts 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle du pays. Mais surtout, il aimait ses habitants. Rien ne l'aurait dissuadé de se tenir à leur côté, de témoigner de tout ce qu'il voyait, des moments les plus sombres à ceux empreints d'un peu de lumière. Il transcendait tout avec une grâce folle. Lors de l'une de nos dernières conversations téléphoniques, il m'a dit sentir quelque chose de différent. Les gens ont peur, plus personne ne sort de chez lui désormais, quelque chose a changé. Quelques jours plus tôt, il avait photographié la fête d'anniversaire d'une petite fille de 2 ans,
dans la cour d'un immeuble de Drouskivka. La famille et les invités étaient restés à peine 10 minutes, trop effrayés par la menace des drones russes. Depuis 2 semaines, il documentait le quotidien des habitants de Konstantinivka et Drouskivka, dernier verrou de la défense ukrainienne dans le Donbass avant Kramatorsk, la capitale régionale. Tous les jours, il faisait face au même questionnement de la population. Partir en abandonnant tout derrière soi, ou rester et prendre le risque d'être tué dans une région où les drones russes traquent et assassinent des civils quotidiennement. Anthony a documenté la barbarie et la cruauté du régime du Kremlin, avant d'en être la victime à son tour. Il mérite que l'on se souvienne de son courage, de son humanité, du regard qu'il posait sur les gens qu'il photographiait, avec tout son cœur. Il mérite que les responsables de ce crime soient poursuivis, jugés et punis. Voilà pour ce message. On peut l'applaudir. Ouais. Ces assises, vous l'avez compris, c'est aussi le lieu du photojournalisme. Ici, on le célèbre. Et n'oubliez pas d'ailleurs l'expo Patrick Chauvel, Décrypter la paix, raconter la guerre, organisée en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Elle est visible en ce moment même au rez-de-chaussée du Palais des Congrès. Allez la voir, c'est un travail important. On passe tout de suite à notre deuxième prix, c'est le prix Enquête et Reportage, un prix qui récompense, vous l'avez compris, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur le journalisme ou sa pratique. Le jury de ce trophée est composé des étudiants des 15 écoles de journalisme reconnues en France. C'est une école de plus que l'année dernière, c'est une de moins que l'année prochaine, puisqu'on va passer à 16. Des étudiants qui ont fait une veille de plusieurs semaines pour sélectionner les 4 nommés. Le prix Enquête et Reportage est parrainé par l'association Journalisme et Citoyenneté. J'appelle donc sur scène nos 2 délégués étudiants, Juliette Godillet de l'EJ Toulouse et Elliot Morlong du CFJ Campus de Lyon, ainsi que les membres du jury étudiant. Rejoignez-nous. Et là, la salle est vide. C'est un peu ça. Alors, le président, je lui remets le trophée qu'il va devoir remettre dans un instant. Ça va aller? Trop de choses dans les mains ou c'est bon? Il y a des assistants, plein sur scène. Quant à l'enveloppe, je ne sais pas qui va nous révéler... Ah non, on a le prix va venir. Ah, bonjour Youn. Je dis bonjour à Youn, il a commenté des matchs de foot pour moi. Nous allons tout de suite découvrir ensemble les nommés. Dans Gaza, documentaire de Hélène Lamtron pour Arte. La loi du silence, c'est clauses qui font taire les journalistes. Enquête de Haïfa Zaoua pour Reporters sans frontières. Alias Cargo, pas de quartier pour la lune artificielle, article de Géraldine Allo, publié par l'INA. Elle s'appelait Victoria, portrait de la journaliste ukrainienne Victoria Rochina, signé Édouard Perrin, Tetiana Primachuk, Phineas Ruecker et Guillaume Vénétité pour Society. Voilà pour les nommés. Cher Président, comment ça s'est passé dans la délibération? Emmenez-nous un petit peu dans les coulisses de ce qui s'est joué. Alors, ça s'est joué ici. Ça s'est joué là, quasiment un peu comme un palabre calédonien, presque en cercle. Alors, je dois dire que moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme. Et donc, je dois vous dire qu'être confronté à des étudiants, comme je fais partie des gens qui sont nostalgiques de ce qu'ils n'ont pas connu, ça a été un exercice merveilleux. Mais d'autant plus parce que, et je leur ai dit, la bienveillance avec laquelle ils ne sont pas d'accord. C'est la génération qui, quand ils sont d'accord, ils font comme ça. C'est merveilleux. La qualité des arguments, la volonté dans chacune des prises de parole de vouloir être des acteurs et des actrices du monde qui est le leur et qui vont devoir raconter, mais du baume au cœur pour se dire que l'avenir, c'est vraiment, vraiment demain. Ouais, c'est beau. Est-ce que vous avez le nom du lauréat à nous révéler? J'ai le nom du lauréat, donc c'est le film Inside Gaza de Hélène Lamtron. Et effectivement, et alors, elle n'est pas ici, elle est sur le terrain, mais on va essayer de l'avoir au téléphone par la magie du réseau des télécommunications. Est-ce que vous êtes avec nous, Hélène?
Oui, bonsoir à tous. Eh ben, la salle est là, elle va vous le faire comprendre. Bravo. Merci beaucoup, je suis au Maroc, en repérage. J'aurais aimé être avec vous, évidemment, à Tours, mais j'aurais encore plus aimé que les protagonistes d'Inside Gaza, je vais dire leur nom, Maï Yaghi, Adel Zanoun, Mohamed Abed et Mahmoud Hams, j'aurais adoré qu'ils puissent être là pour que vous puissiez les féliciter aussi, surtout eux, les rencontrer puis échanger avec eux. Parce que ce sont des confrères et parce qu'ils méritent notre soutien, votre soutien. Ça n'a pas été possible parce qu'on a été prévenus juste avant la cérémonie, parce que aussi voyager quand on est un journaliste palestinien, même quand on est journaliste à l'AFP, c'est compliqué. En tout cas, on est très honorés, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis très honorée, l'équipe du film aussi sera très honorée quand elle apprendra qu'on est lauréat. Parce que si j'ai bien compris, ce prix nous est remis par des jeunes futurs confrères. Je viens d'entendre Sophie le dire. Et ça fait chaud au cœur parce que ce film, Inside Gaza, ce qu'il raconte, c'est que c'est aussi le fait que notre profession vient à un moment de bascule et les étudiants, ils vont devoir apprendre à travailler peut-être différemment de la manière dont nous, on a travaillé. On vit aussi un moment où on perd la confiance du public, puis un moment où... parfois, en tout cas sur ce film en particulier, on se pose la question des conséquences de notre travail sur nous, sur notre carrière et puis sur les médias pour lesquels on travaille. Et je dois le dire, c'est aussi un moment où on a peut-être on manque un peu de confraternité entre nous. Voilà, entre nous les journalistes français, puis entre nous les journalistes partout dans le monde. Et clairement, en ce qui concerne Gaza, je crois qu'on n'a pas tout à fait été au niveau des exigences de notre métier. Mais l'essentiel, voilà, je voulais vous dire, c'est qu'on soit capable d'en parler tous ensemble. Et Inside Gaza, c'est un film qui sert à ça. Je pense à tous les journalistes ce soir qui ont été tués ou blessés en exerçant leur métier, particulièrement à Gaza, au Liban ou en Ukraine. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire, à part un grand merci aux étudiants, bravo aussi à tous les autres nommés que je salue et que j'embrasse parce que j'en connais certains. Merci à RSF, je ne veux pas oublier, parce que Reporters sans frontières nous a soutenus sur ce projet qui a été super compliqué à monter dès le début. Et merci à Arte, merci à Yann Olivier, mon producteur, super producteur, qui je crois est dans Il est là. Et je termine pour dire aussi un grand merci à Hervé Brusini, le président du Pré Albert Londres, qui m'a vraiment poussé à me lancer dans ce projet qui était très casse-gueule. Et donc merci à tous, merci à l'association Journalisme et Citoyenneté, que je connais pas, mais qui a l'air de faire un boulot génial. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée depuis le Maroc et je vous dis un grand merci aux étudiants notamment. Merci d'avoir été avec nous, Hélène. Et on accueille effectivement votre producteur Yann Olivier, journaliste à l'AFP. Vous êtes producteur du documentaire et du coup vous allez représenter, voilà, la salle est là, vous allez représenter un petit peu le projet. C'est pour vous, effectivement. Et voici le prix. Un mot ? Merci, c'est une énorme reconnaissance pour le travail d'Hélène, bien sûr, pour le travail de l'équipe du film et surtout, bien sûr, pour les protagonistes du film et au-delà d'eux, tous ces journalistes à Gaza qui font leur métier au péril de leur vie. Quand Hélène et moi, on a lancé ce projet en 2023, en novembre 2023, on était loin de se douter qu'il soit encore aujourd'hui autant d'actualité. Aujourd'hui encore, il y a des journalistes qui meurent à Gaza, il y a des journalistes qui meurent ailleurs aussi. L'un des messages de ce film, Mahmoud Hams le dit, c'est ce qui se passe à Gaza peut se reproduire n'importe où et on le voit aujourd'hui. Ça se reproduit. Pour nous, ce qui est très précieux dans ce film, en recevant ce prix, ce qui est très précieux, c'est qu'il a été attribué par vous, qui représentez un peu l'avenir de notre profession. Et le message qu'Hélène et moi, on veut vous donner, c'est allez sur le terrain, demandez, ne vous laissez pas intimider. Continuez d'aller sur le terrain parce que c'est ça dont on a besoin et c'est ce que raconte aussi ce film. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à leur rendre le micro justement puisque, on l'a dit, c'est l'association Journalistes et Citoyenneté qui organise ces assises qui a le plaisir aussi de vous remettre cette dotation de 1 500 € et les étudiants qui vous ont récompensé, qui ont récompensé votre travail, souhaitez vous adresser un mot.
Oui, tout à fait, merci. On est 2 à prendre la parole, mais on est 29 à s'être mis d'accord sur le choix, comme sur les propos qu'on a envie de vous dire et de vous accorder. On est très heureux d'être là ce soir, de pouvoir vous remettre ce prix. Choisir le prix enquête et reportage, ça veut aussi beaucoup dire pour nous, parce qu'on aspire à devenir journaliste. Et donc on voulait remercier les Assises de nous avoir permis déjà de nous rencontrer entre nous, d'avoir pu débattre de la profession entre nous et avec Fabrice Arfi, qu'on admire aussi quand même beaucoup, et à Marie Janssen aussi, qui a coordonné, permis notre venue, et c'est pas forcément facile. C'est avec une grande humilité que nous avons choisi ces productions. Notre but, c'était de choisir des travaux qui étaient en accord avec la vision que nous, on a du métier. Dans la quête de la vérité, les journalistes sont confrontés à de nombreuses difficultés, et dans les choix qu'on a faits, les 4 et dans le lauréat, chacun des choix représente une des valeurs qui nous tient à cœur pour la profession. On a pris Alias Cargo, pas de quartier pour la lune artificielle, parce qu'il représente pour nous le respect du secret des sources. On a pris la loi du silence, les clauses qui font taire les journalistes, parce qu'il représente pour nous la lutte contre la concentration des médias organisée par des puissances financières comme Vincent Bolloré. Et on a choisi aussi Elle s'appelait Victoria, parce que c'est une enquête collective de Forbidden Stories, et que ce soir, nous souhaitions aussi rendre hommage à Victoria Rochina, assassinée par l'armée russe parce qu'elle était journaliste. Et parce que personne ne devrait mourir parce qu'il ou elle enquête sur la vérité. Et c'est dans cette lignée-là que nous avons décidé de récompenser Inside Gaza. Je pense que vous le savez tous, nous traversons une époque charnière et malheureusement très sombre. Et aujourd'hui, travailler sur la vérité, c'est rendre compte d'un génocide en cours. Regarder ailleurs, c'est prendre le risque de raconter la vérité quand il sera trop tard et de laisser parler celles et ceux qui déforment les faits. En 2025, les 2/3 des journalistes morts à cause de leur métier ont été tués par l'armée israélienne. Dans Inside Gaza, on découvre les difficultés des journalistes de l'AFP à couvrir le conflit. Alors qu'ils sont des cibles et que leurs locaux sont délibérément visés, ils et elles font le choix de résister. Leurs mots, leurs photos et leurs vidéos sont les témoins de l'histoire avec un grand H. Et ce documentaire reflète aussi l'importance du travail collectif et de l'entraide, qui est une valeur qui nous anime profondément en tant que futurs journalistes. Et rendre ce prix à Inside Gaza, c'est pour nous reconnaître le travail d'Hélène Lamtrong et son équipe, mais aussi et surtout celui de ces journalistes qui se battent au quotidien pour la vérité, May Yari, Adel Zanoun, Mahmoud Hams, Mohamed Abed et tous les autres journalistes palestiniens. Moi, je vous découvre juste, mais je suis déjà fière de vous. Alors, j'imagine Hélène qui est encore en ligne. Hélène, j'imagine que ce trophée a une saveur particulière maintenant. Ouais, je vous écoute tous avec beaucoup d'émotion et moi aussi, je suis hyper fière de nos futurs confrères. Merci beaucoup, bravo. Je vais vous libérer, je vous invite à quitter la scène. Non, pas du tout, je vais vous inviter à passer à l'espace photo, mais on y est déjà finalement, puisque toute la scène va être l'espace photo. On appelle notre photographe. Je vous invite à, Hélène, voilà, Yann Olivier à vous mettre au centre, Fabrice également, entouré de ceux qui vous ont décerné ce trophée. C'est comme dans les mariages, serrez-vous. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre 3e prix. C'est le prix du livre de recherche. Ce prix récompense, est-il besoin de le préciser, le meilleur livre de recherche sur le journalisme sur l'année écoulée. Il est parrainé par Tours Métropole Val-de-Loire, qui n'a malheureusement pas pu être représenté ce soir. Ils sont en plein bureau, en pleine élection du bureau en ce moment même. Ça a commencé à 18h. Donc évidemment, on n'a pas encore de représentant. Mais quand il s'agit de recherche, on a quand même un homme ici qui incarne ce monde mieux que tout autre et qui nous fait le plaisir d'être fidèle aux Assises. Merci d'accueillir sur notre scène le président de l'Université de Tours, monsieur Philippe Rangeard. Merci. Et voici un micro, on va découvrir ensemble nos nommés.
Ah, petit problème technique. Mais c'est là où vous allez danser, Philippe. Non, c'est bon. C'est parti. Arnaud Mercier, les mots de la désinformation et de la manipulation, presse universitaire du Midi. Édouard Boutet, images et discours de la représentation MKF édition. Nikos Smirnaios, l'espace public sous l'emprise du capital, aux éditions Le Bord de l'eau. Adeline Rona, Émile de Girardin, le Napoléon de la presse, édition Gallimard. Et je reviens avec notre président sur les délibérations. Ça n'a pas dû être simple encore pour ce prix. Qu'est-ce que les chercheurs et les chercheuses ont trouvé? C'était un peu ça le débat de notre discussion qui a été, je dois dire, animé, passionné, serré entre les personnes, notamment entre deux ouvrages, sans trop éventer ce qu'on appelle le secret des délibérations. Il y avait un débat vraiment passionnant entre est-ce qu'il faut saluer la qualité de la recherche, notamment archivistique, voire même l'intelligence, la rouerie pour reconstituer un passé qui parfois nous échappe, ou faut-il consacrer l'originalité et la puissance d'une théorie qu'on développe dans le livre qui doit être primé. Et ce débat-là a abouti à un choix qui est celui d'une lauréate, et donc le prix du livre de la recherche est attribué à Adeline Vrona pour son livre Émile de Girardin, le Napoléon de la presse, qui était aux éditions Gallimard. Et merci de nous rejoindre sur scène. Merci d'être avec nous. Vous pouvez faire face à votre public, bien entendu. Je vais vous tendre mon micro et vous allez nous exprimer vos pensées. Merci beaucoup, ça fait très plaisir de recevoir ce prix. J'avais vu que les autres livres nominés étaient vraiment intéressants et je me disais comment est-ce que ce personnage un peu étrange, peu recommandable qu'est Émile de Girardin, qui nous renvoie quand même à une époque ancienne, peut faire le poids face à des problématiques quand même beaucoup plus aiguës et contemporaines. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai bien reconnu ce qu'on pouvait entendre par rouerie, ruse avec les archives, etc. Et en plus, c'est un livre que j'ai écrit en me donnant un défi pour une chercheuse. C'est quelque chose d'hyper transgressif, c'est qu'il n'y a pas de note de bas de page. Et voilà, ça peut sembler ridicule, mais voilà le risque que j'ai couru de ne pas mettre de note de bas de page, mais tout en ne mentionnant que des choses absolument vérifiées et attestées dans une multiplicité d'archives qui s'ouvrent maintenant que tout est numérisé. En fait, on découvre des choses extraordinaires. Voilà, et juste pour finir, je ne vais pas garder la parole trop longtemps. Ce personnage, Émile de Girardin, que je vous invite toutes et tous à découvrir si ce n'est pas encore fait, c'est quelqu'un qui a été très opportuniste. On peut dire c'est une sorte de Bolloré du 19e siècle, sauf que opportuniste, affairiste, pas toujours très honnête, très riche. Il faisait partie des 10 plus grandes fortunes de France quand il est mort. Donc, sauf que, malgré tout ça, il a gardé une position tout au long de sa vie, en changeant d'avis sur tout le reste. Sa position, c'est la défense de la liberté de la presse, au point qu'il a présidé à la rédaction de notre fameuse loi du 29 juillet 1881. Il est mort juste à ce moment-là. Et donc, en pensant à lui et à ce combat qu'il a eu pour la liberté, j'ai un peu envie de dédier ce prix à Christophe Glaise, que j'ai eu comme étudiant au CELSA il y a plusieurs années. Et voilà, je pense à lui. Merci beaucoup et félicitations. Président, quand même, la dotation de Tour Métropole que vous avez en main va être remise à notre lauréate. Mais en tant que président de l'université, moi j'aimerais que vous nous disiez aussi quelques mots à l'heure actuelle sur les enjeux de la recherche. Ils sont très importants. D'abord, je suis ravi de remettre ce prix au nom de la métropole, mais la métropole, après tout, a les compétences d'enseignement supérieur à la recherche, à une collègue, puisque vous êtes enseignante-chercheuse. Et je trouve que
il y a un parallèle en fait entre le métier de journaliste et le métier de chercheur. Jérôme Bouvier l'a rappelé tout à l'heure, nous avions mardi soir à la salle Télème, que vous connaissez bien aussi, Émilie, l'ouverture des assises du journalisme, et c'était le débat, la conférence de Thierry Breton, et le débat tournait autour de la vérité selon Trump. Et effectivement, moi j'ai fait un petit discours, je ne vais pas vous le refaire aujourd'hui, mais il y a ce parallèle entre le métier de journaliste et le métier de chercheur, parce qu'il y a la volonté de rechercher la vérité. Et puis on peut le dire, les journalistes, les chercheurs sont les premières cibles finalement de Donald Trump et son administration. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de préoccupations autour de la recherche actuellement, de la liberté académique et du besoin de ne pas remettre en cause les faits scientifiques, comme c'est le cas actuellement, malheureusement, outre-Atlantique. Merci beaucoup, Président. Je récupère votre micro. Je vais vous inviter à prendre place au centre pour immortaliser l'instant. Et félicitations encore à notre lauréate. Président, je vous fais un petit aparté, d'accord? Vous faites comme si on ne nous entendait pas. On va passer le dernier prix en premier, là, maintenant, d'accord? Suivez-moi, ok? Pas de problème. Non, suivez-moi. Bon, c'est mental. C'est une image. Je conduis. Allez, on passe tout de suite au Grand Prix du journalisme. Michel Léridon. Ça y est, j'ai compris. C'était ça l'aparté. Ce prix distingue le ou la journaliste, le média, le collectif ou l'action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journalisme sur l'année écoulée. Ce Grand Prix du journalisme, il porte depuis 2021, l'année de sa disparition, le nom de Michel Léridon, la première femme directrice de l'information à l'AFP, puis conseillère à l'ARCOM. Michel Léridon, elle menait avec exigence et bienveillance des combats qui sont si chers aux assises, la diversité, la parité aussi dans les rédactions et le traitement de l'information et l'éducation aux médias et à l'information. Ce prix est parrainé par le CFC, le Centre français d'exploitation du droit de copie. Merci d'accueillir pour le remettre Sabine Madeleine, directrice générale du CFC. Bienvenue sur notre scène. Merci. Pour ce Grand Prix, plusieurs nommés, on les découvre ensemble. La Dépêche du Midi pour sa couverture innovante et rigoureuse de l'affaire Jubilard. L'initiative Faut qu'on parle avec La Croix, Notre Temps, La Voix du Nord et Réel Média pour recréer du dialogue face à la polarisation. La coopérative Coop Média, un modèle collectif au service des médias indépendants. La cellule investigation de Radio France pour la rigueur de ses enquêtes. Et le Fonds pour une presse libre, près de 600 000 € de dons citoyens pour soutenir l'indépendance et le développement des médias. De très beaux nommés encore pour ce prix. Cher Président, je me tourne vers vous à la fois pour avoir un retour sur les délibérations, mais aussi pour une précision importante. Oui, parce que plusieurs membres du jury dont j'étais étaient frappés par ce qu'on appelle un conflit d'intérêts vis-à-vis d'un certain nombre de nommés que vous avez vus ici. Par exemple, moi, je travaille pour un journal Mediapart dont le capital est détenu par le Fonds pour la presse libre. Plusieurs personnes autour de la table ont un lien structurel avec l'audiovisuel public. Et comme on est à peu près tous et toutes convaincus que l'une, c'est pas la seule, des manières de retisser un peu de confiance avec le public, c'est de faire un peu la transparence sur comment on travaille. Évidemment, je dois à la vérité de vous dire qu'il y a eu plusieurs déports où nous n'avons pas pu voter, évidemment, pour des gens avec qui nous avons un lien d'intérêt. Ça va à tout le monde? On est OK, on est transparent? Parfait. Ouais, on peut applaudir cette transparence d'ailleurs. Oui, non, il n'y a pas de... C'est normal. Mais quand même, ça se dit. Et le lauréat du Grand Prix du journalisme, Michel Léridon 2026, est donc... Alors, il est attribué à la cellule, bien que ça enferme, investigation de Radio France, et nous en sommes absolument ravis.
la rigueur de ces enquêtes, eau minérale, lait infantile, polluants éternels, pour en citer quelques-unes. Benoît Colomba, bonjour. Vous êtes venu tout ça sans que je vous appelle, c'est merveilleux, bravo. Effectivement, on a envie de vous écouter tout de suite. Venez, prenez place au centre de la scène. C'est votre moment, c'est le moment où on salue votre travail à tous. Un grand merci. Merci pour ce prix qui nous donne de la force et qui me réjouit pour plusieurs raisons. En tant que directeur de la cellule d'investigation de Radio France, ce prix, il a beaucoup de sens. D'abord parce qu'il récompense un travail collectif. Contrairement à ce que son nom indique, la cellule, ce n'est pas une monocellule, c'est un collectif. C'est un groupe d'une dizaine de personnes, de journalistes, qui travaillent pour toutes les rédactions du groupe Radio France. Et ce collectif, il a un nom, enfin plutôt des noms. Laetitia Chérel, Élodie Guéguin, Julie Pietri, Géraldine Allot, Anne-Laure Barral, Marie Dupin, Stéphane Père, Maxime Tellier, Raphaël Canezan, Nicolas De Witt et Christophe Imbert. Voilà. Ouais, on peut. J'en profite pour remercier la direction de l'information de Radio France et la présidente de Radio France pour leur confiance et d'être les garants de notre indépendance. La deuxième raison pour laquelle ce prix me touche et nous touche particulièrement, c'est que je ne vous apprends rien, mais en ce moment, l'audiovisuel public est devenu une cible. Et à l'heure où, plus que jamais, la plupart des médias sont détenus par des milliardaires, où il est de plus en plus difficile de prendre du temps pour essayer de creuser des sujets, pour essayer de faire du journalisme à haute valeur ajoutée, dans un moment, et je crois que ça a été beaucoup discuté ici, où se multiplient les vérités alternatives, eh bien, je partage votre constat, je partage le constat des assises. Il faut relire George Orwell. En 1942, dans ses réflexions sur la guerre d'Espagne, écrites à Londres sous les bombes, Orwell écrivait que la perspective que 2 et 2 fassent 5 lui était plus terrifiante pour lui que les bombes. Et puis, la troisième raison pour laquelle ce prix me touche particulièrement, c'est que, pour moi, c'est le signe, la manifestation d'un profond attachement au service public. Récemment, devant la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement des médias, un certain Vincent Bolloré s'est offusqué que du coût de l'audiovisuel public, 4 milliards d'euros. Voilà ce que nous coûte l'audiovisuel public. En 2022, la redevance a été supprimée par la volonté du chef de l'État, mettant à mal notre indépendance, notre financière, et puis la manifestation de notre indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Et alors, cette redevance était sans doute largement améliorable, il fallait la rendre plus juste, mais 138 € par an, par personne, pour bénéficier de tout ça, voilà, c'est pas rien. Et ça compte, ça comptait. Donc, pour conclure, entre les coûts, le prix, ce que vous manifestez là, pour moi, c'est la valeur du service public, et ça, c'est très précieux. Bravo. Et félicitations. Sabine Madeleine, vous représentez le CFC. Voilà, le prix est officiellement entre vos mains. Merci, Président. Et donc, vous représentez officiellement, Madame Madeleine, ce CFC qui accompagne ce grand prix. Quelques mots pour nous partager justement votre ressenti et la raison de votre présence aux côtés des assises et du soutien à cette liberté, à cette qualité aussi de nos lauréats. Je voudrais féliciter évidemment la cellule d'investigation de Radio France, puis saluer tous les autres lauréats, avec un petit salut particulier à mes anciens collègues de la Croix, voilà,
pour leur initiative Faut qu'on parle. Le CFC, vous le savez, c'est un organisme de gestion collective de la presse et du livre, voilà, qui reverse à la presse chaque année les droits et les redevances perçus pour toutes les réexploitations des contenus de presse, notamment par les entreprises ou même dans l'enseignement. C'est un rôle important, c'est reconnaître aussi la valeur de l'information, la valeur des contenus. C'est un combat très important. Et puis au sein du CFC, on a aussi des actions culturelles. Et c'est à ce titre-là que l'on défend et que l'on soutient depuis plusieurs années déjà les assises du journalisme. Donc voilà, donc je salue évidemment Jérôme Bouvier et puis toute l'association. Voilà, c'est important. Je suis très contente effectivement que dans ces temps parfois un peu troublés, on reconnaisse aussi la valeur, l'importance des combats et puis d'un audiovisuel public qui a aussi la possibilité du temps long des enquêtes. Voilà, et c'est vrai qu'on a toutes ces enquêtes et notamment avec les enjeux de santé publique, c'était quand même aussi important qu'on ait tous ces éléments-là. Voilà, donc voilà, on est très content de pouvoir soutenir ça. Et puis à titre personnel, je voudrais dire que je suis aussi très fière de remettre un prix qui porte le nom de Michèle Héridon. Voilà, donc vous avez bien rappelé l'importance et quelle grande dame elle était. Oui. Voilà. Merci beaucoup et félicitations. Je vous invite à poser. Je vais récupérer vos micros. On verra mieux les trophées. Donnez-moi ça. Ce sera plus joli. Et nous allons donc passer à l'ultime prix de notre cérémonie. C'est le prix du livre du journalisme. Ce prix distingue le meilleur livre écrit par un ou une journaliste sur le métier et sur sa pratique. Il est parrainé par la ville de Tours. Merci d'accueillir sur notre scène Madame Christine Blais, directrice, maire adjointe en charge de la lecture publique. Bienvenue. En même temps, diriger la lecture, c'est pas mal. Bienvenue sur notre scène, Madame Blais. Nous sommes maintenant au complet pour découvrir les nommés. Regardez. Paul Dutchman, Simon Piel, Joanne Tillouin, L'Empire, enquête au cœur du rap français aux éditions Flammarion. Arthur Saradin, Le nom des ombres, sorti de l'enfer concentrationnaire syrien aux éditions du Seuil. Marion Dubreuil, Mazan, La traversée du Styx, édition Globe. Et Nora Boisouni, Violence en cuisine, une omerta à la française aux éditions Stock. Voilà pour les nommés. Cher Président, une dernière fois, emmenez-nous dans les délibérations. Comment ça s'est passé pour celui-là ? Il a vraiment été dit par de nombreuses participantes et participants au jury que chacun des livres que vous venez de voir méritait d'avoir le prix. Je ne dis pas ça comme une courtoisie d'usage sur une estrade. Cela a vraiment été dit. Et nous avons toutes et tous partagé ce sentiment que nous avions 4 livres dans 4 genres différents qui, cumulés, conjugués, faisaient résonner un peu toutes les problématiques d'une époque. On va dans les arrière-cuisines au sens propre d'un restaurant et on y découvre que dans une poêle, il y a le racisme, la violence, les discriminations, le travail caché. On quitte ces arrière-cuisines, on va dans les studios de rap et on découvre un travail qui, à force d'enquête, sans se satisfaire de simplement lire des procès-verbaux, d'instructions judiciaires, nous raconte un monde souterrain. Et il suffit de voir les derniers développements concernant Maître Gims pour voir, et vous pouvez relire les chapitres sur Maître Gims dans l'Empire, tout était déjà là. Vous avez, depuis ce procès qui, à l'échelle mondiale, est devenu un fait de société, Mazan, une journaliste qui était dans la fournaise de la cour, mais qui, un peu comme Romain Rolland, se met au-dessus de la mêlée pour essayer de comprendre ce que cela nous dit au-delà des faits et des personnes eux-mêmes. Et enfin, le nom des ombres, qui, si on me permet l'expression, offre une tombe éditoriale à ceux qui n'en ont pas. C'est comme si toutes les joies du journalisme étaient réunies dans ce possible palmarès. Il a pourtant fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix. Et donc, le prix du journalisme 2026 est remis
à Arthur Saradin pour Le Nom des Ombres, publié aux éditions du Seuil. Arthur Saradin, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, il est au Liban, je crois, et on va essayer de le joindre au téléphone. Est-ce qu'on l'a? Je suis là. Hey, bonjour, félicitations. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Vous avez donc décroché le prix de nos assises. On attend vraiment votre réaction. Beaucoup de réactions que j'aimerais vous partager. Déjà, vous dire que je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Mes billets d'avion ont été annulés. Vous le savez, la situation au Liban est celle d'une guerre, donc je suis un peu aussi contraint de rester. Et c'est une déception qui est vraiment inversement proportionnelle à l'honneur de recevoir ce prix. Donc merci évidemment au jury, merci à Fabrice Arfi, son président, merci aux Assises du journalisme. Aussi merci à mon éditrice, je sais qu'elle est là pour venir recevoir le prix. Et donc merci aux éditions du Seuil aussi, parce que tous les deux sont les deux acteurs qui m'ont fait confiance, alors que j'avais jusqu'à présent jamais écrit un livre et que c'était pas forcément sur un sujet très joyeux et très engageant. Donc c'était important de pouvoir donner cette place littéraire à un sujet qui le méritait, parce que j'ai l'impression, même si je suis pas en Syrie là aujourd'hui, que les quêtes de ce livre, elles se répètent en fait au Liban. C'est-à-dire que la quête des noms, la quête des mots pour nommer quelque chose qui est innommable, bien, elle se poursuit. J'ai l'impression aujourd'hui encore de devoir rechercher des victimes oubliées, de devoir raconter des crimes de guerre, de devoir raconter sur pourtant un temps très court qu'est celui de l'actualité, des faits qui mériteraient un livre, et pourtant des faits où les livres ne sont parfois pas suffisants. Donc merci beaucoup de mettre aussi à l'honneur ce type de journalisme et cette approche, parce qu'elle est importante aussi. Elle l'est d'autant plus dans la région dans laquelle je me trouve, où on peut avoir une tendance médiatique à vouloir géopolitiser, militariser et finalement déshumaniser ce que sont ces vies arabes qui sont fauchées ici. Et voilà, merci à tous ceux qui ont lu ce livre, merci à tous ceux qui le partageront, merci à tous ceux qui porteront ces mots, merci à tous ceux qui m'ont aidé sur le terrain, les amis, confrères, syriens, les voix qui ont participé à ce livre, parce que c'est avant tout un livre choral. Et merci à tous ceux qui, ici, dans le jury ou ailleurs, continueront à le faire vivre, ce bouquin, et donc forcément à faire vivre ses voix. Bravo. Et pendant que Nathalie Fiesman, qui est ici pour recevoir le prix à votre place, nous rejoint sur scène, oui. Notre président, Fabrice Arfi, voulait vous adresser un mot. Mais oui, Arthur, je dois dire que vraiment les membres du jury ont été soufflés par la force époustouflante de ce livre. Je crois que chacune et chacun, quand on lit un livre, enfin en tout cas je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est très souvent le cas, on est un peu convoqué par les fantômes des lectures précédentes. Et moi, pardon si ça peut paraître un peu écrasant, Arthur, mais en lisant Le Nom des Ombres, je sentais la mémoire du Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. Je sentais, parce que dans ton livre, il y a tout ce qui fait le journalisme, la précision et la rigueur de l'enquête, la force du reportage, la puissance du style, et quelque chose qui est trop peu, je trouve, usité, notamment en France, bien que évidemment certaines et certains le font, mais c'est l'oralité. Et il y a du Svetlana Alexievitch dans cette façon de restituer la parole de ceux qui n'en ont jamais eu. Tu parles de ces prisonnières et prisonniers qui étaient, quand ils revenaient, qualifiés de déconnectés. Ben, tu as fait quelque chose d'absolument fou avec ce livre, c'est que tu les as reconnecter à notre connaissance, à notre savoir et à notre monde, et ça n'a pas de prix. Bravo. Un petit mot peut-être? Merci énormément. Ça me touche beaucoup de convoquer Alexievitch, parce qu'en effet, quand j'ai voulu faire ce livre, moi, il y avait deux ouvrages majeurs pour moi, la littérature journalistique qui m'avait influencé. C'était Dans le nu de la vie de Jean Asfeld et La Supplication, qui ont, malgré leurs différences thématiques absolues, l'envie de mettre cette oralité au centre du récit et de pas forcément se raconter soi ou de raconter une expérience, mais d'avoir ce qui pour moi était la Syrie aujourd'hui, des petits éclats de voix brisées qui avaient besoin de place pour exister, pour se réhumaniser eux-mêmes. Ça a été un long travail de traduction aussi, ce livre, pour avoir cette même musicalité du verbe arabe en français. Ça a été un grand travail de recherche et de temps passé avec les gens pour pouvoir le construire, mais c'est aussi le plus gratifiant. Et malheureusement, le temps, je ramène aussi encore une fois la situation au Liban, dans nos industries médiatiques,
nous manque. Un peu impensif ce que je dis là, mais on le ressent nous-mêmes qui devons couvrir l'actualité parce que à l'époque, dans ces jours, aujourd'hui au Liban, où des centaines de bâtiments sont pris pour cible et éventrés en quelques minutes, j'aimerais pouvoir passer des heures et des jours à retrouver tous les noms, toutes les voix, toutes les histoires. Et c'est là aussi où on se rend compte de l'importance et de considérer le journalisme comme un travail collectif. C'est que, à force de documentation, on finit quand même par avoir une image de ce qui est en train de se passer si, évidemment, nos industries nous laissent cette place du reportage qui peut être parfois un peu boudé, mais qui pourtant permet de faire ce genre d'objet et ce travail qui est à la fois un travail de documentation, mais inévitablement en temps de guerre aussi de réhumanisation. Deux toutes petites prises de parole. Bien sûr, votre éditrice voudrait vous dire un petit mot au seuil. Je voulais dire merci à Arthur parce que quel travail tout court et quel travail pour un premier livre. Je suis particulièrement fière d'avoir accompagné ce travail avec toi. J'ai adoré nos discussions. J'ai adoré nos discussions sur le temps court et le temps long, justement. Le fait, Arthur ne le dit pas, mais c'était un des premiers journalistes à être sur place en Syrie quand on a appris la chute du gouvernement. Il a vu certains prisonniers qui étaient enfermés depuis 15 ans le lendemain ou le surlendemain de leur libération. Et il a pris le temps de les voir et de les revoir et de les revoir et de les revoir pour respecter leurs paroles, pour leur redonner leur humanité. C'est vrai que c'est un livre qui est très fort, qui est extrêmement dur, mais qui est aussi extrêmement poétique. Et ça, je tenais à le souligner. Donc voilà, je suis très honorée. Les éditions du Seuil sont très honorées. On vous remercie beaucoup pour ce prix. Bravo. C'est la ville de Tours qui dote ce prix de 1 500 €. Et Madame Blé, j'avais envie qu'on vous écoute aussi, puisque vous avez peut-être quelques mots à adresser à notre lauréat et à son éditrice. Écoutez, bien sûr, au lauréat en premier lieu. À vous qui êtes si loin de nous et en même temps si proche de par vos propos, à vous qui êtes un maillon essentiel de cette prise de risque que vous prenez et qui est souvent mise à mal. Je tenais à vous dire qu'en tant que maire adjointe au maire de Tours, mais aussi adjointe à la lecture publique, il est des livres qui sont importants, j'ai envie de dire qu'ils le sont tous, mais le vôtre particulièrement, de par cet engagement, de par le fait que vous faites vivre ceux qui n'ont plus de voix. Vous êtes aussi le souffle de ceux qui peut-être n'en ont plus encore aujourd'hui. Et vous êtes surtout dans cette précision, ce témoignage direct qui nous glace et qui en même temps nous ramène, moi qui fais de la politique, à quelque chose d'essentiel. Ce soir, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est absolument totalement anecdotique pour vous et à l'échelle du monde et à l'échelle des guerres. Je crois que les différentes récompenses ce soir nous ont montré quand même que la guerre était au cœur de ces assises du journalisme et de ces remises de prix. Mais ce soir, j'aurais dû être au Conseil métropolitain pour une élection. Et sur le moment, j'ai dit, mince, je vais louper le Conseil métropolitain. C'est un moment important. Nous venons d'être élus et nous devons élire un président qui est élu au moment où je vous parle. Et franchement, c'est posé la question, j'y vais pas. Et très rapidement, s'est imposé à moi le fait que je n'y allais pas. Je n'y allais pas pour justement rester à vos côtés. Là, ça veut dire que j'ai été trop longue. C'est comme au César, ouais. J'étais trop longue, pas de la musique. Merci. Mais je vais terminer quand même. J'ai préféré être à vos côtés. Pourquoi ? Parce que le journalisme est plus que jamais mis à mal. Nos démocraties sont mises à mal. En quête de vérité, c'est vraiment une thématique fondamentale. Nous soutenons les assises du journalisme et nous les soutiendrons demain, après-demain et plus que jamais. Et c'est pas pour faire plaisir à Jérôme Bouvier que je le dis, ni à Marie-Laure Augré, mais vraiment par conviction. Vous êtes les maillons essentiels de notre démocratie. Et sans vous, et sans ce témoignage que vous avez fait à travers ce livre, je tenais à vous dire que nous ne serions rien, nous, les élus que je représente aussi, nous, les habitants que je représente également. Merci à vous, consciente de votre prise de risque. Je vous souhaite bon courage. Merci pour ce livre. Merci beaucoup, Madame Blé.
Je vous donne le livre. Comme ça, vous allez pouvoir poser avec pour représenter Arthur Saadin. Alors je vais remettre, je remets l'argent quand même, hein. L'argent de la ville. Je vous remets pas les clés. Hein. Je vous prends le micro. C'est en cash. Hein. Et je vous laisse poser. Et voilà pour le dernier prix. Monsieur le Président Fabrice, avant que je ne rappelle tous nos lauréats de l'année sur scène pour la photo finish, je crois que tu souhaitais nous partager un message. Oui, il me revient, je crois, de vous dire quelques mots avant la grande photo finale. Comme au César, il n'y a pas que la musique qui est empruntée. Et je vous jure que je ne vais pas vous parler de Nicolas Sarkozy. Oh. Non, vous m'excuserez, j'espère que vous m'excuserez de commencer par un sentiment personnel et biographique. Je suis né en 1981, on s'en fout un peu, mais comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été bercé par la mémoire ancienne de la Shoah et de son indicible malheur. Et je me suis souvent demandé, à l'adolescence et après, c'est quand l'histoire avec sa grande H, comme on disait. Je me demandais, est-ce qu'on sait quand on vit l'histoire avec un grand H, ou est-ce qu'elle s'écrit toujours après coup? Et évidemment, ma génération a connu, comme vous, nombreux dans la salle, des moments historiques. La chute du mur de Berlin, le 11 septembre et bien d'autres. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment que ça y est, le sol de nos sociétés se dérobe sous nos pieds, que l'histoire est là en direct. Une invasion militaire inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a saisi l'Europe d'effroi par la volonté d'un dictateur à Moscou. Une guerre génocidaire est menée à 4 heures de vol de Paris, en Palestine. Les États-Unis, ce grand pays de notre modernité, basculent à une vitesse inouïe dans l'obscurité d'un fascisme coiffé d'une perruque orangée. Et dans ces 3 exemples, pour ne citer que ces 3 exemples, parce qu'il y en a bien d'autres malheureusement, il y a toujours une victime commune, la même victime, la vérité. Ou plutôt, disons, les faits. Parce que moi, n'étant, je vous le confesse, sans mauvais jeu de mots, ni curé, ni rabbin, ni imam, pas plus que philosophe, je ne sais pas exactement ce qu'est la vérité. Mais la plus journaliste des philosophes, Hannah Arendt, avait cette très jolie expression de vérité de faits, sans lesquelles, disait-elle, que les opinions ne sont que des farces. Benoît, tu as cité tout à l'heure un auteur. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Vous vous en souvenez? Nous pensions, toutes et tous, il y a quelques années seulement, que c'était des slogans d'une dystopie enfermée dans un roman immense, 1984 de George Orwell. Bien non, si je peux me permettre de vous appeler les amis, eh bien non, c'est notre présent. Et c'est pourquoi, plus que jamais, nous les journalistes, nous sommes requis, car l'un des meilleurs antidotes que je connaisse pour faire échec au désastre en cours porte un nom, celui de journalisme. Parce que notre métier, et je vous jure qu'on ne s'était pas concerté avec Benoît Colomba, ne consiste pas à s'autoriser de nos opinions pour faire des phrases, mais à dire ce qui est, à rappeler, toujours rappeler que 2 et 2 font 4. Et comme le disait Winston Smith, le héros de 1984, qu'on nous l'accorde et le reste suivra. Je vous remercie. Bravo. Bravo et merci, Président, d'avoir été à nos côtés cette année. Voilà qui nous amène de la meilleure des façons à la fin de cette cérémonie de remise des prix. Je vais demander à tous les lauréats de cette 19e édition de remonter sur scène pour la photo de classe, photo de promo, c'est ça. Je vais remercier aussi tous nos partenaires, Journalisme et Citoyenneté, Tours Métropole Val-de-Loire, la Ville de Tours, la SNCF et le CFC. Merci aussi à notre jury de cette édition 2026. 1000 merci à notre président, Fabrice Arfi. Merci à vous toutes et vous tous. Et on se donne rendez-vous à la soirée spéciale, recourir à la fiction pour mieux dire la vérité. C'est à 19h30, c'est bientôt, tout de suite. Mais on va s'accorder quand même 5 minutes de pause pour notre président. C'est dans ce même auditorium
À vos côtés, il y aura Ariane Chemin, grand reporter pour Le Monde, et Hervé Brusini, président du prix Albert Londres. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour les 20 ans l'année prochaine. Et en attendant, vive le journalisme.